Bienvenue à tous pour les actus de ce lundi 7 décembre. Au programme d'aujourd'hui, plein de choses, forcément, notamment l'évolution du prix des composants les plus importants dans une config PC, c'est-à-dire le processeur, la carte graphique, la RAM et le stockage SSD. Donc on aura ça, forcément, et ensuite plein d'autres petites news. On va commencer direct par le sommaire. Alors, vendredi, nous sommes arrêtés sur cette question. Une carte graphique RX 6800 OC peut-elle égaler une RX 6800 XT, qui sont deux gammes de cartes graphiques d'AMD? On se doute que oui, c'est à peu près possible, sachant qu'elles ont toutes les deux le même nombre de mémoire, la même quantité de mémoire dédiée, et qu'au final, en jouant sur l'overclock, on peut augmenter la fréquence et rattraper une 6800 XT qui a normalement un peu plus de cœur, mais on peut être à peu près équivalent, normalement. Aujourd'hui, on va commencer avec Philips, qui nous présente deux écrans avec de la connectique complète. Alors, connectique complète, on va voir ce qu'il nous donne ici. Je vois pas trop ce que ça représente, connectique complète, mais on va voir. On aura ensuite une souris légère, la mode des souris légères, je vais plus vous le préciser, mais clairement, c'est la majorité des souris qui sortent en ce moment sont des souris axées sur la légèreté, sur des poids de moins de 70 grammes en général, voire moins, parfois sans fil, enfin incroyable, incroyable, incroyable. On ira voir celle-là. On continuera avec un water cooling de 360 mm, donc un gros water cooling. Ça, je vais pas le commenter. J'avoue que je m'y connais pas trop en sim racing. Donc je vais pas trop commenter ce que je ne connais pas trop. Après, si ça vous intéresse, on pourra revenir derrière dessus, mais moi je suis pas trop simulation de racing, de course, simulation de course. Mais c'est stylé pour les gens qui aiment ça. On aura ensuite un petit boîtier de Colink, ok. Un clavier Razer, ok. Cette news qu'on va pas plus commenter que ça, mais sachez que vendredi, il y a eu des RTX 3090 Founders Edition au prix de sortie de la Founders Edition. Incroyable, ça existe encore. Oui, oui, oui. Et déjà, oui, la 3090 est une vraie carte, ce n'est pas un mythe. Et oui, on arrive encore à en trouver, à mon avis, avec des très petits stocks comme d'hab, mais à des prix corrects, parce que c'est le prix d'annonce, le prix public conseillé de Nvidia sur les Founders Edition, donc sympa. Bon, ça date de vendredi, à mon avis. À mon avis, la disponibilité n'est plus là, mais elle reviendra peut-être. Sur les Founders Edition, ça va être de plus en plus dur d'en trouver tout de même, surtout sur les 3090, 3080 et 3070 qui ont été les premières sorties. Peut-être que les 3061, on va reavoir des vagues, mais les premières sorties, on va avoir de moins en moins de Founders Edition de disponibles, et pour le coup, de toute façon, Nvidia a dit qu'ils n'allaient pas en produire longtemps, comme d'habitude, hein. Là-dessus, on a l'habitude. C'est vraiment des cartes pour montrer un peu mélange entre série limitée et prototype, pour montrer de quoi est capable leur nouvelle puce. Et après c'est au tour des constructeurs de cartes custom de prendre la relève pour faire la vraie production en masse, et créer du stock. On sait qu'ils ont des problèmes, notamment sur la matière première, mais ça c'est une autre histoire. On continuera encore avec du boîtier chez Be Quiet. Ok, on aime bien Be Quiet, très bonne marque, très quali. On continuera avec un water cooling all-in-one de chez Corsair avec du RGB, tout ça. Ok. On va pas aller voir un récap, sachant qu'on fait les news du lundi au vendredi, mais ça peut être intéressant pour les gens qui ne suivent pas quotidiennement les news hardware. Encore de la disponibilité sur les 3090 en Founders Edition ou en custom. On va aller voir vite fait ce qu'on nous dit de la disponibilité, c'est-à-dire s'il y a 10 cartes disponibles,
c'est une disponibilité toute relative. Il faut se l'avouer. Si il y en a encore aujourd'hui, ok, là c'est disponible, je suis d'accord, mais j'en doute. On continuera avec l'évolution des prix, d'abord sur les cartes graphiques, ensuite sur les processeurs. Ça nous intéresse beaucoup, sachant les sorties et tout. Comment on va faire Intel pour se rapprocher pour s'accrocher à ses parts de marché, tout ça, ça nous intéresse beaucoup. On aura ensuite petite news de Sony qui travaille sur une console bi-APU pour sa PlayStation 5 Pro. Alors déjà la PlayStation 5 Pro, vraiment. La PlayStation 5 est toute fraîche, toute récente, compliquée à se procurer aussi. Et là on nous parle déjà de la PlayStation 5 Pro. La PS5 Pro vraiment, déjà? Pas sûr. Pas sûr de l'intérêt du timing de cette news, mais on ira la commenter tout de même. On aura ensuite l'évolution du prix des SSD et des kits de mémoire RAM. Bon, ça va aller plus vite, hein, c'est juste voir la tendance globale et pas chaque... contrairement aux processeurs et aux cartes graphiques, on va pas aller voir chaque gamme et chaque produit en détail, juste avoir une idée globalement de est-ce que la RAM monte, est-ce que la RAM descend, est-ce que c'est le moment de l'acheter ou pas. On fait ça tous les lundis et ces derniers temps on était plus, en tout cas en termes de processeurs et de cartes graphiques, plus c'est pas le moment. La RAM et les SSD c'est plus ok. Attention, on sait pas si ça va durer, c'est toujours un peu compliqué. On sait qu'il y a des problèmes de prod, donc on reste attentif aux variations du marché. On continuera encore avec du water cooling et des water block Hybrid Cooling Elite Pro. On sait pas chez qui, mais avec un nom qui annonce du haut de gamme forcément. On aura ensuite une petite news de EK qui met fin pour l'instant à son produit Loop Connect. Je vous avoue que je ne connais pas ce produit, donc on va voir de quel produit il s'agit. En tout cas, pour l'instant, ils arrêtent de le produire et ils mettent en place un programme de remboursement. Ok. On aura ensuite un boîtier de Thermaltake. Alors on va voir les derniers boîtiers de Thermaltake qu'on a vus. C'était soit du haut de gamme assez sobre, soit des objets vraiment atypiques et vraiment spéciaux, avec des lignes atypiques. Je sais pas trop comment le dire autrement, un peu des boîtiers du turfu avec, je sais pas, un look moitié spatial, moitié futuriste. Après, il en faut pour tout le monde, on aime bien qu'il y ait de la diversité. Nous, on aime la diversité. Tant que ça reste à des prix accessibles, et bah, avoir des produits disponibles pour tous les goûts, ça nous régale. On continuera avec des news sur ce i9 11e génération qu'on a déjà vu passer vendredi. On était un peu sceptique sur ce i9. On va voir ce qu'ils nous disent ici, mais on était un peu sceptique tout de même. On aura ensuite la version portable du nouveau Ryzen 9 de AMD. Alors là par contre, waouh, 8 cœurs, ça risque d'être cher bien sûr, mais 8 cœurs sur un portable, ça peut faire du taf, hein, ça peut faire du taf. On aura ensuite ASRock qui nous parle de sa technologie Cleaver Access Memory, sûrement liée à la... alors je vais me perdre avec tous les noms, mais chez AMD c'est la Smart Access Memory si je me trompe pas. On a vu que Asus a sorti un truc qu'ils appelaient la BAR, qui est la base adresse register, qui est un peu dans le même style. On va voir ce que ASRock propose ce coup-ci et les compatibilités, mais tout ça est intéressant parce que AMD a montré une technologie un peu nouvelle, un peu pour gagner en performance et un peu pas compatible avec tout. Et du coup, j'imagine que toutes les marques ont trouvé ça intéressant, que maintenant ils veulent bénéficier de cette technologie un peu avec tous les produits et pas forcément que uniquement des produits AMD comme c'est à peu près le cas. Enfin, c'est clairement AMD a sorti sa technologie optimisée pour ses produits à eux. Ça marche très bien si vous avez un couple processeur AMD, carte graphique AMD.
ça marche beaucoup moins bien si vous n'avez pas de produits AMD. Donc, on est content que les autres marques s'y attaquent pour avoir une compatibilité plus importante. On continuera avec Sabrent, j'avoue que sur la prononciation, je sais pas trop, qui va nous proposer un SSD SATA 2,5 pouces, donc classique du SSD, de 16 Tera. Un peu moins classique, 16 Tera dans un SSD, forcément. On va être sur des prix sûrement très élevés, mais déjà impressionnant d'arriver à mettre 16 Tera dans un SSD 2,5 pouces. Parce que c'est pas si gros que ça. On aura ensuite une petite news sur la 6900 XT de Asus. Donc une custom 6900 XT. La 6900 XT qui sort cette semaine. Cette semaine ou la semaine prochaine, un truc comme ça. Donc bientôt. On aura ensuite encore Sabrent ou Sabrant, je ne sais pas, qui sort à son tour un SSD M2 PCI Express 4.0 avec des débits insane de 7 mMs. Donc, et en plus, on aura le prix incroyable, vraiment. On va avoir le prix sur ce SSD 4. En PCI Express 4.0. On a vu que un des premiers à avoir annoncé ce genre de SSD, c'était Samsung. On a vu qu'ensuite Western Digital suivait très rapidement. Donc ils vont tous le faire, hein. De toute façon, toutes les marques qui produisent des SSD en M2 vont sortir leurs propres produits compatibles PCI Express 4.0 avec des débits qui atteignent jusqu'à 7 mMs. Après, à voir les prix, les débits, parce que voilà, jusqu'à 7 mMs, faut bien lire toute la phrase. Hein. Jusqu'à, et pas tout le temps 7 mMs. Suivant les utilisations et le type de fichier transféré, vous pouvez avoir des débits. En général, vous atteignez jamais les 7 mMs, faut pas se mentir. Donc vous allez avoir des débits plus faibles, forcément. On aura ensuite une petite news sur des barrettes de RAM G-Skill. Ok, pourquoi pas. On continuera avec Deepcool qui dévoile le Matrex 40, un nouveau boîtier micro ATX. Alors, ok. Moi, en général, je suis un peu sceptique des boîtiers micro ATX, ça dépend. Ça dépend, bien sûr. Mais j'ai toujours un peu peur que ça chauffe beaucoup. Ou alors tu te sens un peu obligé de réduire ta config pour ne pas avoir de problème. Toujours un peu peur de ces boîtiers plus petits. Mais pourquoi pas. Il en faut pour tout le monde, on le rappelle. On continuera avec Aerocool et son boîtier Nighthawk. Ok, avec un ventilateur de 400 mm, vraiment? C'est possible ça? Ok, 400 mm. Donc énorme. Énorme ventilateur de 40 cm. Yobat. Et on se finira avec ID Cooling et son Ventirad avec 7 caloducs. Donc 7 caloducs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on finira avec le SSD NVMe, donc M2 PCI Express de Western Digital en 1 Tera avec cette news qui titre encore plus rapide. Bon, je pense qu'ils sont tous à peu près pareils. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait un SSD qui dépasse vraiment les autres. Mais après, ça va jouer vraiment sur de l'optimisation et tout. Je suis pas sûr que vous ressentez beaucoup la différence entre les différents SSD qui annoncent des débits allant jusqu'à 7000 ms. Mais peut-être qu'on se trompe. Hein. On les a pas testés nous-mêmes, donc peut-être qu'on se trompe. On va commencer tout de suite avec ces écrans. Du coup, on a vu beaucoup de news. On va essayer de pas trop traîner parce que sinon, je vais y passer 2 heures. On va s'attarder un peu plus sur les trucs intéressants et un peu moins sur les trucs qui nous intéressent moins. Des écrans, ça nous intéresse, forcément. On aime les écrans. On a vu vendredi un magnifique écran dont je suis tombé amoureux, l'écran AOC en partenariat avec Porsche Design. Quelle beauté cet écran, mais
Bon après il est cher, il est très cher. Il coûte 900 € pour un 32 pouces en 4K. Mais quelle beauté, franchement, je suis vraiment tombé sous le charme de l'objet. Est-ce que Philips est capable de nous faire des objets aussi beaux et intéressants? On va voir ça tout de suite. En tout cas, ils nous promettent une connectique complète. Donc, on est sur des écrans de 32 pouces. Donc, 32 pouces, c'est environ 80 cm de diagonale. Qu'est-ce qu'on a comme connectique? Parce qu'on nous dit complet, on attend que ça soit vraiment complet du coup. Donc on a deux écrans qui sont équipés d'une station d'accueil USB-C avec fonction de charge jusqu'à 90 watts, mais aussi avec 4 ports USB 3.2. Ok, ça a l'air effectivement plutôt complet. On a également un DisplayPort, ça normal, un port RJ45, alors ça, un peu plus surprenant effectivement. Par contre, on nous parle pas d'HDMI. Est-ce que c'est si complexe ça si on n'a même pas un port HDMI? Bon ok, tout le monde n'a pas besoin d'un port HDMI, mais quand on nous annonce une connectique complète, on a quand même un peu envie de le retrouver. C'est un peu dommage ça. Donc on disait 32 pouces, dalle IPS, donc c'est bien. On a des définitions de 1440 ou QHD ou 2K pour le premier modèle, et 4K ou UHD ou 2060p pour le deuxième modèle. Tout ça est la même chose, hein, que ça soit 1440, 2K ou QHD, tout ça c'est la même résolution, et UHD, 2160p ou 4K, c'est la même. On utilise plein de noms différents pour désigner la même chose. Donc ne vous faites pas surprendre, le QHD n'est pas de la 4K, QHD est de la 2K, l'intermédiaire entre le Full HD et l'UHD. Donc sinon en termes de rafraîchissement, on est sur des dalles 60 Hz. Ok, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus, au moins sur l'écran 1440p. Ça, on sait que sur le 4K, c'est vite très cher d'avoir plus de 60 Hz sur du 4K. Sur du QHD ou 2K, on aurait aimé avoir du 120 ou 144, tout de même. En plus, pas de technologie VRR, donc VRR qui est un truc pour faire coïncider vos nombres d'images générées et le nombre d'images affichées sur votre écran pour avoir une expérience toujours plus fluide. Bon, par contre, bon contraste, 1000 pour 1, plein de couleurs, on imagine. Après, l'angle de vision, tout ça, c'est assez standard. On passe sur le visuel très classique. On a juste ce petit truc au-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce donc que ce petit truc qui dépasse? Pourquoi avoir fait ça? Sinon, on a les trois côtés borderless. Mais juste ça, là? Pourquoi ça? Pourquoi faire un petit carré en haut? Est-ce qu'ils vont nous dire? Alors, tous les réglages connus avec un pied sur pivot, donc on peut le mettre en mode portrait, inclinaison, hauteur, tout ça. On imagine, hein, c'est quand même censé être des trucs plutôt haut de gamme. Ah, donc il y a aussi une webcam inclus dans l'écran. Ça c'est marrant quand même. Inclure une webcam dans un écran. C'est assez... c'est pas innovant. Parce que en vrai, j'imagine que ça a déjà été fait. Juste, c'est pas courant. Clairement, c'est pas courant. Bon, elle est rétractable, ça on aime bien quand même. Donc j'imagine qu'elle peut se rentrer dans le châssis de l'écran. Ça c'est plutôt cool. Compatible Windows Hello pour déverrouiller Windows grâce à la reconnaissance faciale. Ah ouais, il y a vraiment des gens qui utilisent ça sur... je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça sur des supports mobiles, notamment les surfaces ou ce genre de trucs. Mais sur ordinateur fixe, il y a vraiment des gens qui ouvrent leur session par reconnaissance faciale. Est-ce que ça vous arrive, vous? Moi j'avoue que j'ai pas de webcam. Sinon vous verriez ma tête en live, bien sûr. Mais je n'ai pas de webcam, donc la question ne se pose pas.
Mais marrant, en vrai marrant quand même d'intégrer une webcam. Après avoir la qualité de la webcam, on sait, hein. On sait qu'on peut faire plus ou moins bien en termes d'image. Oula, désolé, j'ai tapé dans mon micro. On sait qu'on peut faire plus ou moins bien, on sait que tout le monde n'est pas sur l'optique d'améliorer les webcams. On voit notamment Apple qui a sorti ses nouveaux Mac avec toujours une webcam en 720, donc en HD, même pas du Full HD. Ça fait un peu pleurer, surtout au prix du Mac. Mais en échange, ils ont quand même du 720 correct et pas dégueu, heureusement. Mais voilà. On sait qu'on peut faire plus ou moins bien en termes d'image de webcam et de définition. On a des tarifs, ça c'est pas courant, donc on en profite. On est sur du 489 pour le modèle 2K et 689 pour le modèle 4K. Relativement cher, relativement cher. Après on est quand même sur du 32 pouces, donc 80 et quelques centimètres de diagonale. On est sur du grand écran, hein, faut pas se mentir. Personnellement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais encore une télé 32 pouces et ça faisait très bien le taf. Donc en moniteur de PC, 32 pouces, c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Par exemple, vous n'allez pas mettre deux 32 pouces à côté, hein, si vous avez l'habitude d'avoir un double écran de 32 pouces, ou alors vous avez un sacré bureau. Je vais pas vous mentir, vous avez un sacré bureau. Mais du coup, un peu cher. Voilà ce qu'on peut dire. Plutôt intéressant, assez marrant cette idée de mettre une webcam intégrée. En vrai, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, en plus elle est rétractable et tout, donc si vous en foutez, vous la rentrez, hop, on la voit plus. Let's go, c'est parti. Si vous voulez l'utiliser, elle est là. Si vous n'avez pas d'autres webcam, vous avez une webcam. Après, on regrette deux trucs. Premièrement, ou alors on ne l'a pas vu, mais en tout cas on nous annonce connectique complète et pas d'HDMI, ça fait un peu mal. Et peut-être un peu plus de Hertz sur la version au moins 2K, parce que 60 Hz sur du 2K à quasiment 500 €, on aurait aimé avoir du 144. Voilà. Enfin moi j'aurais aimé avoir du 144, je sais pas quel est votre avis. Salut Momo MG, j'adore ton pseudo. Mais sinon, des objets intéressants. Juste petite question sur le port RJ45. Alors j'imagine que c'est pas pour connecter votre écran à Internet. Ah ouais, désolé Momo, mais si tu mets des liens, tu vas te faire ban instant. J'ai été obligé de mettre ça. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé un panier vide. Que veux-tu que je fasse de ton panier vide? Mais ouais, j'ai été obligé de mettre le, le bannissement pour les liens parce que malheureusement il y a des bots qui traînent sur Twitch et qui mettent des messages de pub et j'ai pas trop envie d'afficher les messages de pub des bots en live, donc mais j'ai vu ton lien et c'est un panier vide. Voilà. J'imagine que c'est pas ce que tu voulais m'envoyer. Tu voulais me montrer un PC? Bah aucun problème, juste j'irai le voir. Envoie-le-moi, soit dans le chat, soit sur le Discord. Si tu l'envoies sur le Discord, ce sera peut-être plus simple. Et je te dirai après mes news parce que sinon je vais m'arrêter toutes les 30 secondes. Mais aucun problème, si tu veux, va sur le Discord, envoie-moi le lien sur le Discord et je regarde ça et on regarde ça juste après mes news. Il n'y a aucun problème. J'adore regarder les PC et donner mon avis. Il n'y a aucun problème. On va passer à la news suivante parce que là du coup on a passé du temps. J'aimais bien donc je passe du temps. Allez, je l'ai récupéré, je te dirai ça après mes news. Let's go. On continue avec une souris légère, c'est la mode en ce moment. Ils adorent ça, ils nous en font à l'appel. Alors, est-ce que déjà il y a des trous? Oui, il y a des trous, comme beaucoup de souris légères, même si certains arrivent à en faire sans trous. Notamment Logitech, les boss qui font des souris même sans fil et sans trous. Incroyable. Et tout de même légère, incroyable. Bon, sinon on est assez classique. On a un petit peu de RGB. On a seulement un bouton.
ça a quand même ce bouton qui est sûrement là pour régler la précision, mais pas de bouton sur les côtés. On sait qu'ils veulent gagner du poids, mais tout de même. Alors, le poids d'ailleurs. Combien pèse-t-elle cette souris? Est-ce qu'elle pèse 67 grammes, vu qu'elle s'appelle Makalu, Mountain Makalu 67 White? J'imagine qu'elle pèse 67 grammes. On est sur sur de la souris gaming, hein. Clairement, on n'est pas sur de la bureautique. On est sur une souris qui coûte 60 € tout de même, ce qui n'est pas extrêmement cher, mais pas non plus très abordable, parce qu'on est sur du filaire classique. On a un très bon capteur. On nous donne ça quand même. On imagine bien que c'est du coup 67 grammes, d'où son nom, mais il pourrait nous le dire. Parce que quand même l'argument principal d'une souris légère, c'est son poids, non? Donc on aurait aimé un gros écrit en gros, seulement 67 grammes. Mais non, on nous fait pas ça, dommage. Donc on a un prix, 60 €, pas de date. Sachez que c'est issu d'une campagne de Kickstarter, donc petite marque, petite prod. Et bon, après, design assez classique, hein. En vrai, un peu du mal à vraiment réinventer les souris légères. Maintenant, ils font quoi? Ils font juste des trous dedans, quoi. Après, la différence, c'est plus la forme des trous, en vrai. Entre des triangles, des polygones. Mais 60 €, c'est correct. C'est pas si peu cher que ça. Et 67 grammes, bon, c'est léger, bien sûr. Après, ça dépend ce que vous avez comme souris. Mais 67 grammes, c'est plutôt léger. Après, c'est pas non plus incroyable, sachant qu'il y a un fil. Et que certaines souris sans fil sont à peu près dans les mêmes poids. Sachant que dans une souris sans fil, on a la batterie qui pèse très lourd. En fait, c'est la batterie qui pèse le plus lourd dans une souris sans fil. Donc, bah, pas si impressionnant que ça. Mais pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? À essayer. Sinon, en termes de qualité de capteur, on est très bien. Là-dessus, aucun problème. Juste pas si léger que ça et pas si peu cher que ça. Après, ça a l'air d'être une marque, une petite marque. Du coup, cette souris est issue d'une campagne de Kickstarter, donc on n'est pas sur des grosses prods et des gros moyens non plus. Donc on va les encourager et on espère en voir d'autres sortir comme ça de cette marque que je ne connaissais pas. On continue avec un water cooling all-in-one, donc prêt à l'installation. Ça, c'est pour les gens qui ont la flemme, et je vous comprends, parce que vraiment monter un water cooling soi-même, c'est pas donné à tout le monde, et c'est plutôt compliqué, et c'est clairement du travail. Alors que sur du all-in-one, vous avez en gros 8 vis à mettre, et let's go, c'est parti. Donc ici, on est sur la marque XPG, que je ne connais pas trop. On est sur la branche gaming d'Adata. Bien ce petit nom, Adata. Et on est sur un kit water cooling 360 mm, donc très fat. 3 ventilateurs de 120, qui s'appelle Lebante. Donc, espagnol sûrement. On a du RGB adressable et synchronisable. Sur le top de la pompe, sur le dessus de la pompe, on a les 3 ventilateurs de 120. Et la marque met surtout en avant la compatibilité AMD TR4, bien que le système de fixation soit une option à demander. Ok, donc ça c'est les processeurs AMD que personne n'a, donc ne vous en faites pas, c'est des processeurs avec plein de cœurs je crois, que personne n'a. En tout cas que le commun du mortel n'a pas. Mais au moins c'est compatible si vous demandez le système de fixation en option. C'est bien que ce soit compatible avec tout ça, on va pas se mentir. La base est connue puisqu'il s'agit d'une solution AZTEC de dernière génération avec un radiateur en aluminium et des tuyaux d'une belle longueur de 400 mm. Donc effectivement, grand tuyau. Ça va être plus ou moins bien suivant le boîtier que vous avez. Si vous avez un petit boîtier, c'est chiant, parce que du coup vous allez avoir des grands tuyaux. Si vous avez un grand boîtier, vous allez être
régaler parce que souvent les tuyaux des kits de water cooling sont pas très longs. On va pas se mentir, souvent ils sont pas très longs. Là c'est plutôt pas mal, 40 cm de tuyaux, plutôt pas mal. Donc voilà le visuel avec les ventilateurs ARGB et le water block avec le dessus qui est aussi ARGB. En termes de qualité, je peux pas trop vous dire, je connais pas trop la marque XPG. En termes de visuel, on est sur du water cooling plutôt classique, un water block assez petit, assez pas très haut, du RGB de partout, ça on aime, on n'aime pas. Sachez que si vous n'aimez pas, déjà vous n'êtes pas obligé de prendre, j'imagine qu'il existe toujours des versions sans le RGB qui sont souvent moins chères. Et si vous voulez, par exemple, juste du RGB sur votre pompe, j'imagine que tout ça est aussi... et on peut aussi éteindre le RGB, j'espère. J'espère, vu que c'est synchronisable et adressable, j'imagine qu'on peut en faire ce qu'on veut et même éteindre les lumières. En tout cas, je l'espère. Sinon, bah, on va être sur du water cooling performant. À partir du moment où on met un radiateur de 360 mm et 3 ventilateurs dessus, ça va bien refroidir, hein, là-dessus, n'en doutez pas. Seul problème de cette news, c'est on commence à avoir l'habitude, mais pas de date, pas de prix. Ça, ça c'est un peu classique. On aurait aimé avoir l'un ou l'autre, ou les deux, mais pas de date, pas de prix. Dommage. On continue avec Colink qui modifie son boîtier Rocket et sort un Rocket V2, toujours aussi compact. Alors, est-ce que vous connaissez le boîtier Rocket de Colink? Parce que moi, pas du tout. Oh, un tout petit boîtier. C'est tout mignon ça. Donc vraiment très sobre. Vraiment très sobre. Qu'est-ce qu'on a comme compatibilité dedans? Alors, ça se veut simple pour aller à l'essentiel. Ah, ça on aime. Simple pour aller à l'essentiel, on apprécie grandement. On a un plateau pour la carte mère. On a un Razer PCI Express 16 pins pour relier votre carte graphique et votre carte mère. Oula. On peut avoir une carte graphique qui peut occuper jusqu'à 2,9 slots, donc une très épaisse carte graphique. Clairement, 2,9 slots, c'est très gros. Elle peut mesurer jusqu'à 330 mm de longueur. Donc, je crois qu'en théorie, je dis bien en théorie, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais normalement, une 3090 Founders Edition tient dedans. Après, pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre ça là-dedans, mais je crois qu'en théorie, ça passe. Ça rentre en tout cas. Parce qu'elle doit faire un peu plus de 310 de longueur, je crois, la 3090. Et, par contre, peut-être... Non, elle doit pas occuper 3 slots, elle doit être sur du 2,7 ou un truc comme ça. Enfin, à peine 3. Donc je pense que ça passe, mais c'est tout juste et peut-être pas une bonne idée. Après, on a l'alimentation, donc on a de l'espace pour l'alimentation SFX ou SFXL. Ça, je vous avoue que je sais pas exactement à quoi ça correspond. Je sais qu'en général, on donne une taille maximale d'alimentation, mais je sais pas exactement à quoi correspond ces gammes de SFX et SFXL. J'imagine que SFX c'est standard, mais du coup SFXL ce serait plus petit ou plus grand, je ne sais pas. On a aussi deux emplacements pour le stockage 2,5 pouces, donc vous voyez l'intérieur, vraiment très, très simple et très sobre. Uniquement disponible en gris. Par contre le tarif, on a le tarif, on n'a pas de date. Le tarif est quand même très élevé, hein. On va pas se mentir. 150 € pour un truc aussi simple. Ok, c'est sobre et tout, ça a l'air quand même assez qualitatif. Mais 150 € pour un boîtier aussi simple, pas sûr. En vrai, pas sûr. Moi, ça m'intéresse pas trop. En plus, on voit qu'il y a l'absence de ventilateur d'inclus. Donc, il y aura ça à rajouter. Non, pas très fan. Pas très fan du tarif. L'objet est intéressant. Il est vraiment sobre et il peut prendre vraiment place sur n'importe quel bureau. Contrairement à plein de boîtiers gaming qui sont
plus difficile à assumer, on va dire. Là, on est sur vraiment du boîtier très très sobre. Vraiment, bon, un seul coloris, mais 150 € c'est trop cher. 150 € c'est trop cher, même si on nous annonce un truc compatible avec à peu près tout, c'est vraiment cher. Pour 150 €, vous avez un boîtier qualitatif, format ATX standard, avec une compatibilité encore plus grande. Donc, donc moi j'ai un peu du mal avec ce tarif. On aurait plus aimé qu'il soit plus bas, entre 100 et 120 € peut-être. 150 c'est un peu cher à mon goût. On continue avec du clavier Razer. Et bah moi j'ai un clavier Razer aussi. Incroyable. J'aime beaucoup la marque Razer, surtout en termes de souris et de clavier. Après sur les autres produits, peut-être un peu moins. Mais toujours été très fan. Après c'est un look qu'il faut assumer. Clairement, on va pas se mentir, le look Razer, faut l'assumer. Mais au niveau qualité, j'ai jamais été déçu. J'ai un clavier Razer depuis plus de 5 ans et il fonctionne toujours à la perfection. Sachant que c'est même pas un clavier mécanique ou quoi que ce soit payé cher, c'est un clavier d'entrée de gamme Razer et ça fait très bien le taf. Ici on a le Ornata V2, donc on a un clavier hybride avec des switches méca membrane. Alors bien ou pas? Ça on sait pas. Moi je me suis toujours méca membrane, je sais pas. J'ai un peu du mal à voir l'intérêt du méca membrane. Le mécanique c'est la sensation de toucher et le temps de réponse forcément. Le membrane c'est juste la technologie la moins chère qui compose la majorité des claviers d'ordinateur. Parce qu'en gros, en général, si vous n'avez pas du mécanique, vous avez du membrane. Si vous ne savez pas ce qu'est la technologie du membrane, c'est en fait, dans votre clavier, vous avez deux espèces de feuilles de plastique avec des petits circuits électroniques dessus. Et quand vous appuyez sur une touche de votre clavier, ces deux morceaux de plastique se touchent à un endroit bien précis. Et ce qui fait que suivant le temps que met le signal à arriver jusqu'au contrôleur, le contrôleur sait quel caractère a été appuyé et le transmet à votre PC. Donc c'est clairement la technologie la plus low cost et aussi la moins performante. Parce que temps de réponse, tout ça. Mais c'est le moins cher. Et c'est ce qu'ont la majorité des gens, hein, clairement. Et c'est ce qui est présent sur la majorité des claviers. Parce que sinon on passe sur du mécanique. Et du coup, du mécanique, ça veut dire que vous avez en gros un interrupteur sous chaque touche. Ce qui représente une somme bien plus importante qu'avoir juste deux feuilles de papier. Enfin, de plastique. Donc en termes de visuel, on est sur du clavier, tout ce qu'il y a de plus standard, avec du pavé numérique, on a toutes les touches, on n'est pas sur des formats petits machins. Juste cette question sur cette idée de faire des switches hybrides méca membrane, j'avoue que j'ai un peu du mal à savoir quel est l'intérêt, à part gagner de l'argent et du coup avoir un produit plus abordable. Mais sinon, on doit y perdre forcément en temps de réactivité et peut-être qu'on y perd à peine en sensation de frappe par contre, vu qu'on doit avoir un espèce de switch quelque part. Mais je sais pas. Bon, il va être moins cher qu'un mécanique, ça c'est sûr. On va avoir une sensation de frappe qui s'approche du mécanique. Par contre, on va pas avoir le temps de réaction d'un mécanique forcément. Et est-ce qu'on aura le bruit du mécanique, qui est souvent le plus gros problème des claviers mécaniques, au-delà du prix, c'est le bruit que ça fait, parce que dès que vous appuyez sur une touche, il y a un interrupteur qui s'active, et ça s'entend. Donc un peu sceptique. Est-ce qu'on a un prix? J'aurais bien aimé un prix. Alors si on va à la conclusion, est-ce qu'on a un prix? On est sur du 109 €. 109 €... 109 €, est-ce que... Ouais, c'est ça, il s'est vraiment mis peut-être un peu cher, mais bon, après les claviers Razer sont en général assez chers, mais il est mis vraiment entre les gammes de claviers classiques à membrane et les gammes de claviers totalement mécaniques. Peut-être un peu cher, 109 €.
Euh, et qu'est-ce qu'ils en pensent du coup? Confort des touches membrane, bah oui, forcément, ça fait moins de bruit, on imagine, que du full mécanique. Effet RGB réussi, ça nous étonne pas, ces Razer, ils ont l'habitude. Touche multimédia et molette cliquable, pareil, ça ne nous étonne pas vraiment. Razer, ils connaissent, hein, ils débarquent pas sur le milieu des claviers. Le repose-poignet inclus qui est confortable, ça, effectivement, on aime bien. C'est important. Moi, j'avoue que j'ai jamais eu de clavier sans repose-poignet et je pense pas que je ferai le pas un jour. Le repose-poignet est vraiment. J'ai des petites mains donc ça me sert beaucoup. Les contres, retour et refrappe imprécis. Alors, ça, c'est un peu pas terrible. Peu d'évolution par rapport à la V1, ça aussi, on regrette un peu de sortir une nouvelle version qui n'a pas tant évolué que ça, et un peu cher pour sa gamme, effectivement, 110 €, c'est un peu cher pour sa gamme, mais c'est dans les prix Razer, hein, clairement. Razer, ils font pas trop de low cost et d'entrée de gamme très accessible. C'est pas trop leur vocation, ils préfèrent jouer sur la qualité et en général plus sur du haut de gamme, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est là où ils font leur argent. Et c'est toujours une plus belle vitrine de montrer son haut de gamme que son entrée de gamme accessible. Mais 110 € un peu cher. Un peu cher, un peu cher. Après le boîtier un peu cher, le clavier un peu cher. Dommage. On continue avec une news très rapide sur Be Quiet qui proposera bien une façade 802 pour mettre à jour son 801. On parle ici de boîtier. Vous les connaissez si vous avez déjà vu des boîtiers Be Quiet, ils sont pas révolutionnaires, ils sont assez sobres, assez simples. On voit ici qu'on a le choix entre une façade mèche ou une façade pleine. Super. De toute façon, Be Quiet, on n'est pas là pour faire des boîtiers du turfu, on veut un boîtier efficace, sobre, simple et en général le plus insonorisé possible. C'est quand même leur marque de fabrique de faire des boîtiers insonorisés. Donc voilà, ils mettent à jour leur façade pour être au goût du jour, mais aucune révolution, aucun changement majeur. Ça reste de la grande qualité. Après, n'attendez pas, enfin, si vous voulez un boîtier Be Quiet, il n'aura pas des LED de partout, des trucs. Déjà, moi je trouve ça à la limite de l'incohérence de proposer des boîtiers avec une vitre, sachant que du verre trempé sera moins isolant que leurs façades classiques qui ont une couche de matériaux isolants. Donc honnêtement, si vous prenez un boîtier Be Quiet, c'est pas pour le montrer, c'est plus pour qu'il soit efficace, sans bruit et efficace. Et qualitatif. Et c'est des produits en général quand même assez chers, où on paye la qualité, clairement. On continue avec un autre water cooling all-in-one de Corsair, le IQ H115i Elite Capelix. Je me suis entraîné à le dire, bien sûr. On est sur du coup du kit water cooling all-in-one, encore une fois, 8 vis à mettre et c'est bon, ça marche. On est sur la marque Corsair, forcément on a du RGB, on a un radiateur de 280 mm. Très intéressant les radiateurs de 280 mm parce que en gros c'est entre 240 qui est pour moi un peu le minimum. Mettre un water cooling avec un radiateur de 120 c'est un peu se moquer du monde. Autant mettre un ventirad, vous aurez des meilleures performances pour moins cher. Ensuite on a 240 qui est pour moi le début des vrais water cooling performants. Sur le 280 on gagne quoi? On gagne pas vraiment de performance, on gagne surtout du silence, parce qu'en gros on a de la même façon deux ventilateurs, mais deux ventilateurs de 140 à la place de ventilateurs de 120, ce qui fait qu'ils pourront tourner moins vite pour générer le même flux d'air et donc générer moins de bruit. Voilà. Et ensuite quand on passe à 360, là on n'est plus sur une idée de bruit, on est vraiment sur une idée de toujours plus de performance. Donc vraiment les 280 qui sont intéressants en termes de bruit. Oula. Donc là on a le water block avec la pompe. On imagine qu'on peut avoir du RGB sur le dessus. Enfin on espère. En tout cas qu'on peut avoir du RGB sur le dessus. Étrange qu'on ne montre pas le
le radiateur tout de même. Est-ce qu'on a une date du prix, une date? Non, pas tout ça. Donc oui, effectivement, il y aura du RGB sur le dessus de la pompe. Dommage de ne pas avoir le visuel sur... je sais pas ce que vous en pensez, mais un petit visuel sur le radiateur avec les ventilos qui sont censés être aussi RGB, on aurait bien aimé, non? Bon, le prix et la date, on sait que c'est toujours compliqué, mais les visuels, on aurait aimé avoir un peu plus que ce waterblock posé sur une carte mère qu'on n'a même pas en entier. Enfin, un peu déçu de cette news de Corsair qui a l'habitude de faire mieux. D'habitude, on est rarement déçu de Corsair, mais là, un peu maladroit, je trouve. Un peu trop de teasing et pas assez d'informations. Petite news sur la disponibilité des 3090 en Founders Edition et en custom ou en custom. Donc on le rappelle, la 3090 Founders Edition a un tarif public conseillé de 1549 €. Voilà. Les customs qui sont plus chers, bien sûr. On n'a aucune custom qui s'approche vraiment du prix de la Founders Edition. Mais sachez qu'il y a des stocks. Est-ce qu'il y en a encore? Je ne sais pas. Peut-être. On avait quoi en stock? On avait la Zotac, la PNY et la Gigabyte. Donc 1, 2, 3 modèles. 3 modèles qui vont de 1700 à 1800 €. Donc vous voyez, hein, la moins chère qui est la Zotac, elle est à 1700. Tout de même 150 € de plus que la Founders Edition. Est-ce qu'ils ont un petit lien? J'aimerais bien aller... Non, ils n'ont pas de petit lien. Dommage. J'aurais bien aimé aller voir. J'irai voir à la fin. À la fin des actus, voir s'il y a encore des stocks. Mais pas sûr. Pas sûr, c'est vraiment... C'est la guerre pour choper des 3090. En plus, les 3090 sont les cartes les moins produites et les moins achetées. On rappelle quand même, tout le monde rêve et tout le monde bave devant cette 3090. Effectivement, elle fait envie à tout le monde. Après, très peu de gens en ont vraiment besoin. Elle coûte très cher. Et ça va être les cartes les moins produites et les moins achetées, forcément. C'est les plus chères. Peu de gens sont prêts à mettre 1550 s'ils ont eu la chance d'avoir une Founders Edition ou 1700 voire jusqu'à 2000 dans seulement une carte graphique. C'est seulement une carte graphique. Ça ne fait pas marcher un PC tout seul. Donc c'est quand même beaucoup. Et ce n'est pas destiné à tout le monde. On va pas se mentir. Si vous n'êtes pas un professionnel et que vous n'avez pas des besoins énormes en quantité de mémoire vidéo, personne n'a besoin d'une 3090. Elle a 24 Go de mémoire dédiée. Aucun jeu vous mangera 24 Go de mémoire dédiée. Même si vous jouez en 4K, tout à fond, machin, aucun. Donc, en général, c'est pour personne. À part les professionnels qui ont des besoins très spécifiques. Ou les gros streamers qui streament les derniers jeux en AAA en résolution maximale, avec un seul PC bien sûr, tout ça. Eux, ils peuvent peut-être en avoir, ça peut les soulager un peu. Mais ça représente 0,001% des gens peut-être, voire moins. Donc c'est plus l'attrait technologique qui nous intéresse que l'objet en lui-même, qui n'est pas très abordable. On continue, on arrête avec ces digressions sur la 3090 et on continue avec l'évolution des prix des cartes graphiques AMD et Nvidia. Alors, malheureusement, ce n'est pas encore ce jour que nous allons vous dire que les prix sont à la baisse. Ça ne nous étonne pas vraiment, on sait les problèmes énormes, mais vraiment énormes de stock sur les cartes graphiques, que ce soit les nouvelles cartes AMD ou les RTX 3000, peu importe laquelle d'ailleurs. C'est dur, ce qui fait que les générations précédentes ont tendance à au mieux stagner et au pire augmenter. Qu'est-ce qu'on a cette fois? On a le droit à une baisse chez AMD, incroyable. La RX 5500 XT de 8 Go qui passe de 219 à 215. Donc elle perd 5 €.
Ok, petite baisse, mais il faut quand même le dire vite, hein. Faut quand même le dire vite, 5 euros, c'est pas, c'est pas énorme, ça va pas faire une grande différence. Et bon, on imagine hein, toujours aucune disponibilité sur les RX 6000 de AMD. En tout cas, pour l'instant, j'en vois pas. J'en vois zéro. Comme les processeurs d'ailleurs, j'en vois zéro. On continue avec Nvidia. Est-ce qu'ils vont un peu plus nous régaler? Pas sûr. Déjà, on n'a aucun changement sur les GTX 1000. Donc les GTX 1000 qui commencent à dater quand même maintenant. Qui ont quand même plusieurs générations de retard. Et de même sur les RTX 2000. Donc ça, génération juste avant. Pourquoi? Bah simplement parce qu'il n'a pas de stock sur les 3000. Et c'est même en hausse sur quelques modèles. Si vous les trouvez, en plus on a même des problèmes de stock, même sur les séries 2000. Aïe aïe aïe. Par exemple, une 2060 qui est passée de 350 à 380, donc 30 euros d'augmentation, quasiment 10% d'augmentation. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est vraiment pas le moment d'acheter une carte graphique. Et Cocotland nous informe que la semaine prochaine, ils enlèveront les RTX 2000 de leur tableau. Pourquoi? Parce que quasiment introuvable. Alors là, là, ça fait mal à mon petit cœur de passionné de hardware. Là. Vraiment, on nous sort les séries 3000, introuvables. Et là, on nous dit que les 2000, elles sont aussi introuvables. Et du coup, moi, si je veux acheter une carte graphique, j'achète quoi hein? Une 3060 Ti? Bah on aimerait bien, mais elle est aussi introuvable. 3060 Ti qui est sortie... Alors là, elle est à 450. Elle était censée... Enfin, elle a été sortie à un prix conseillé de 419, qui n'est pas resté 419 bien longtemps, parce que certaines enseignes les ont vendues Day One à 460, voire 480. Donc voilà. Et de toute façon, il n'y en a pas. Donc c'est très triste, du côté des cartes graphiques, vraiment un des pires moments pour acheter une carte graphique. Ça, la petite larme hein, qui coule là, vraiment. On continue avec les processeurs, on espère que ce sera un peu moins triste du côté des processeurs, même si on sait que AMD n'a pas de stock. J'adore ces débuts de news qui commencent par « c'est clairement un peu nimp pour les CPU cette semaine ». Voilà. Un peu comme les deux dernières semaines, c'est un peu... carte graphique et processeur, on pleure des larmes de sang en ce moment. Alors, on commence chez Intel, les bleus, bonne nouvelle, 6 puces sur 7 sont à la baisse. Oh, vraiment? C'est bien Intel, vous commencez à vous relever, vous commencez à comprendre que vous perdez des parts de marché. C'est bien, il faut agir. C'est le moment. Surtout en ce moment, parce que Intel a un gros avantage, c'est qu'ils ont sorti leur dernière génération il y a maintenant un peu plus de 6 mois, je dirais. Et du coup, ils ont du stock, contrairement à AMD qui l'a sorti il y a peu et qui n'arrive pas à avoir de prod. Enfin, pas de prod décente en tout cas. Donc Intel a du stock, donc c'est le moment de jouer ses cartes. Donc à la baisse, le i5 9600K qui perd 12 euros, le i7 9700K qui perd 7 euros et le i9 9900K qui perd 14 euros. On a ensuite sur la 10e génération le i5 10400F qui perd 5 euros, le i7 10700K qui perd 18 euros et le i9 10900K 50 euros. 50 euros, pas mal. Peut-être le moment d'acheter un processeur Intel. Hein. Ça me fait du bien de pouvoir dire ça. Peut-être le moment d'acheter un processeur Intel. Seul le 10600K reste à son prix de la semaine dernière. En même temps, le 10600K, ça doit être un des processeurs les plus vendus. Parce que c'est du i5 très abordable. Et en même temps, c'est le plus performant des i5. Donc, les gens qui cherchent quand même de la performance pour du gaming sans y claquer leur PEL, c'est souvent ce vers quoi ils se tournent. C'est le rapport prix-performance en général le plus intéressant. Sauf si vous avez besoin de vraiment beaucoup de performance, mais un i5 10600K fait à peu près tout tourner, hein, clairement, aujourd'hui. En tout cas en Full HD, tout ça, ça fait très très bien le taf.
Continue avec AMD. AMD, on va pleurer des larmes de sang. Vous êtes prêts, j'espère. On a d'abord le 2600X. 2600X qui a du coup deux générations de retard, hein, parce qu'on est au 5000 maintenant, qui prend 28 €. Aïe aïe aïe. Le 2700X qui prend lui 23 €. Aïe 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 aïe. Le 3600X qui est du coup une génération de retard qui prend 60 €. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Arrêtez ça. C'est un massacre. Arrêtez. Le 3700X qui a une hausse plus contenue parce que seulement 5 €. Et une dernière hausse sur le 3950X qui était la masterpiece de la génération précédente, qui repasse à 789 €, on va dire. Bah honnêtement, ça me fait pas envie. Ça me fait pas envie d'acheter un processeur AMD, même si je vais vous avouer, j'ai très envie de tester ces Ryzen 5000 qui ne sont pas disponibles, parce qu'ils annoncent des performances juste incroyables, et ils annoncent qu'AMD a rattrapé son retard en fait, et ça c'est assez incroyable, donc j'aimerais beaucoup les tester. Ce sera pas le cas parce que j'ai pas du tout le matériel pour, et de toute façon il n'y en a pas de disponible et j'ai pas le budget non plus, mais ils sont très intéressants. Par contre, avoir des hausses pareilles sur des 2000 qui ont du coup pour maintenant 2 générations de retard, c'est juste horrible. En vrai, c'est juste horrible parce que 28 € sur un 2600X, je sais pas à combien est le 2600X, mais à mon avis c'est beaucoup 28 € par rapport au prix. Et par exemple, quasiment 800 € pour un 3950X, ça fait aussi bien mal. On a une seule baisse chez AMD à noter tout de même sur le 3900X, donc le Ryzen 9 série 3000, qui perd 40 €. On est sur des processeurs qui sont déjà chers. 40 € c'est quand même significatif, c'est pas énorme. Vous voyez, 40 € de baisse, c'est relativement moins important que 28 € d'augmentation sur le 2600X, forcément. Mais du coup, pas trop long d'acheter du processeur AMD, sauf si vous avez la chance et l'honneur de mettre la main sur les 5000, les Ryzen 5000, dont les prix ne bougent pas. Heureusement, ils ont déjà bien gonflé à leur sortie, et de toute façon, il n'y a pas de produits disponibles. Donc ce serait quand même le comble qu'ils nous mettent des augmentations sur des produits qui ne sont pas disponibles. Même si c'est déjà arrivé. On a bien sûr râlé à ce moment-là, mais c'est mérité, hein. Franchement, mettre des augmentations sur des produits qui ne sont pas en stock, c'est se moquer de leurs clients, et on déteste les marques qui se moquent de leurs clients. Nous, on est représentants du client, du peuple, et on n'aime pas qu'on se moque de nous. Donc, quand on se moque de nous, on ose le dire, et on se plaint, parce qu'on est des bons Français, on aime se plaindre. On continue avec une petite news de Sony qui pourrait travailler sur une console bi-APU pour sa PlayStation 5 Pro. Alors ça c'est pareil, moi j'avoue que bon, c'est cool, ils annoncent qu'ils sont en train de travailler à un futur modèle plus performant de leur PS5. Ok. Est-ce que vous devriez pas plus un peu travailler sur la production de votre PS5 actuelle, parce que il y a encore plein de gens qui sont frustrés et qui n'ont pas pu la commander, même s'il y a eu des releases de stock dernièrement, et du coup il y a beaucoup de gens qui ont réussi, enfin il y a plus de gens qui ont réussi à la commander, c'est toujours pas assez, il y a toujours des gens qui ne l'ont pas et qui souhaitent l'acheter. Et on nous parle déjà d'un autre modèle, d'un modèle plus performant dans le futur. C'est un peu précipité comme news de déjà nous parler de ça. Après, peut-être qu'ils sont un peu déçus de la puissance effective de leur PS5. Et du coup, ils ont peut-être hâte de sortir quelque chose qui est potentiellement plus performant, j'imagine. De toute façon, ils ont un concurrent vraiment sur lequel ils doivent faire attention, qui est la Xbox de Microsoft. Sinon, ils sont un peu seuls dans ces domaines-là. Donc,
cette future PS5 Pro pourrait exploiter 2 APU, donc 2 CPU et 2 GPU. Donc en gros doubler leurs unités de calcul, pour faire simple. Doubler leur puissance de calcul. En réalité, ce n'est pas la première fois que la chose est évoquée, mais au départ, en août de cette année, nous pensions en fait que la PS5 actuelle allait peut-être exploiter cette technologie. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'en est rien, que la PS5 exploite un simple APU AMD et un SSD NVMe PCI Express 4.0. Donc voilà, ils pensaient dans un premier temps que la PS5 allait sortir avec ces deux APU, mais non, un seul pour la PS5 classique, donc potentiellement 2 pour la PS5 Pro. Mais honnêtement, est-ce que j'ai envie de passer beaucoup plus de temps sur cette news? Non. Non, on pourra en parler le jour où tous les gens qui veulent acheter une PS5 pourront acheter une PS5. Et aussi le jour où on aura des vrais jeux qui tirent pleinement parti de ces consoles nouvelle génération. Parce qu'honnêtement, pour l'instant, c'est pas le cas, on va pas se mentir. Honnêtement, il n'y a pas de jeu. On va pas se mentir, à part c'est quoi, Astrobot Playroom ou un truc comme ça, là, le truc qui est préinstallé, qui est plus une démonstration, une démo technologique qu'un vrai jeu. Pour montrer ce que les petites techs inclus dans la PS5. Mais sinon, franchement, les gens qui vont me dire que Dark Souls c'est le jeu de la PS5, bah non. Bah non les gars, c'est juste le Dark Souls refait qui effectivement est plus rapide et plus beau parce qu'il tourne avec du matériel plus récent, mais il tire aucunement pleinement parti euh, du matériel de la PS5. Et, euh, et pour l'instant, comme tous les autres jeux, hein, vraiment là-dessus, grosse déception sur les jeux de lancement. En vrai, il n'y en a pas. En vrai, il n'y en a pas. Et par exemple, il y a Spider-Man Miles Morales. Il sort en même temps sur PS4 et PS5. Donc, c'est pas un jeu qui est totalement fait pour la PS5, clairement. Et dans les jeux, il va franchement falloir attendre, je pense, le milieu de l'année prochaine pour avoir des vrais jeux qui ont été designés et conçus pour tirer pleinement parti du matériel des nouvelles consoles. Pour l'instant, ce n'est pas vrai. Tout ce qui a été annoncé, c'est soit des trucs qui sortent sur plusieurs plateformes en même temps, notamment les consoles de la génération d'avant, soit des espèces de trucs qui sont exclusivement sur les nouvelles consoles, mais qui ne tirent pas non plus pleinement parti de ces technologies. Donc on en reparlera plus tard hein, de la PS5 Pro. Déjà, produisez des PS5, on verra après. On continue avec le prix des SSD. Alors, hausse, baisse. Pas de gros changements. On est à peu près sur une stagnation des prix. On a des modèles PCI Express 4.0 qui ont des baisses, notamment 33 € sur 1 Tera et 4 € sur la version 2 Tera, un peu moins intéressant. Pareil pour le Aorus, 24 € sur le 1 Tera et 9 € sur le 2 Tera. Donc on voit que les SSD PCI Express 4.0 qui ont des débits allant jusqu'à 7000 ms commencent à baisser parce qu'ils commencent à en sortir toujours plus et à se démocratiser. Ça nous régale. Nous, on veut hein, du stockage toujours plus performant. On aimerait aussi avoir du stockage toujours plus grand, un peu plus compliqué sur du SSD à l'heure actuelle, vu qu'on va plutôt aller chercher la performance que l'espace de stockage. Après, si on veut vraiment de l'espace de stockage pur et dur sans avoir un souci de débit, aujourd'hui les disques durs classiques ne sont plus très chers pour des gros stockages, donc ça peut être intéressant de faire un SSD pour la performance et les débits et un disque dur classique pour du stockage pur et de l'espace. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs sur les configs récentes.
Donc c'est ok, il n'y a pas eu de, grosse hausse, sachant que ça peut être possible parce que les nouvelles consoles utilisent des SSD, ce qui n'était pas le cas avant, et donc ils vont venir manger une partie de la production de SSD pour fournir les consoles. Donc on peut se retrouver avec des problèmes de stock, et donc une flambée des prix, tout ça on connaît, ça a eu lieu sur les cartes graphiques, sur les processeurs AMD par exemple. Donc on sait que ça peut se passer, donc on surveille ça avec attention. Alors, on continue avec la RAM. La RAM. On a des hausses de 8 € sur un kit Corsair de 16 Go. On a une hausse assez massive de 29 € sur un kit de 16 Go de G-Skill. Ça fait un peu mal quand même. On passe de 92 à 121, même de 93 à 122. Et on termine avec des Corsair Vengeance qui prennent 10 € pour terminer à 84,90 €. C'est un peu plus ok, même si du coup ça veut dire qu'elles étaient à 75 € avant. 75 € pour un kit de 16 Go 3200 MHz classe 16, c'est pas mal, c'était intéressant. Au niveau des baisses, on a une baisse sur un kit de 8 Go. Alors, les barrettes de 4 Go maintenant, en plus là on voit 2400 MHz, donc c'est vraiment de la RAM entrée de gamme qui perd 1 €, franchement, ok. Et une seconde baisse sur les G-Skill Trident Z de 16 Go 3200 classe 16 qui passe de 100 à 87 €, donc moins 13 €. Pas beaucoup d'évolutions, des évolutions sur assez peu de produits en plus. Donc pas de flambée des prix, pareil, hein, on a un peu peur des flambées des prix parce que, encore une fois, les nouvelles consoles sont des PC, hein, sont clairement à l'intérieur, vous y retrouvez à peu près la même chose que dans un ordinateur. Donc ils vont avoir besoin de SSD, ils vont avoir besoin de RAM, et ils vont manger une partie de la prod. Donc encore une fois, on peut avoir des problèmes de stock, suivi d'une flambée des prix, même si normalement la production de RAM est plus stable que la production de cartes graphiques ou de processeurs. Mais on surveille parce qu'on a un peu peur qu'on se réveille un matin et que tout ait pris 50% d'augmentation. Comme ça a été le cas pour certains trucs. Notamment par exemple les webcams. Moi ça fait quelques temps que j'ai commencé à faire du live. J'adore ça, je trouve ça vraiment sympa. Je comprends bien que si j'ajoute l'image de ma tête, et ben ça ajoute un vrai plus à l'expérience. Donc il faut que j'investisse dans une webcam. Sauf qu'actuellement les webcams sont toutes à 150% de leur prix de sortie. Parce que avec l'essor du télétravail, le confinement, tout ça, et bah très peu de stock. Les restocks ne se font pas visiblement. Et du coup tout est très cher. Et je vous avoue que j'ai pas envie de payer 150% du prix de base, donc je surveille et j'attends la bonne offre. Mais c'est vraiment... ça fait mal, hein. Quand on voit les prix par rapport au prix de sortie, ça fait mal, hein. On continue avec du Waterblock Hybrid Cooling Elite Pro. Ok, alors... du coup, c'est quoi la marque dans ces histoires-là? C'est Hybrid Cooling ou Elite Pro? On va dire Hybrid Cooling peut-être, quand même. Donc, visuellement, ça ressemble vachement à un Waterblock. Donc là, vous voyez, vous avez uniquement l'objet qui sert à faire le transfert de chaleur et pas de pompe. Là, on n'a pas la pompe comme c'est le cas sur les kits all-in-one où on a le Waterblock et en général la pompe qui est sur le Waterblock, qui est soit sur le Waterblock, soit sur le radiateur. Si vous avez juste le Waterblock, bon, ça ressemble à un Waterblock. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs à commenter? On voit les deux branchements pour les tuyaux. On nous donne pas plus d'infos que ça, pas de prix, pas de date, pas de compatibilité. Voilà, ça ressemble à un Waterblock.
On va pas en dire plus, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose à se dire de plus. On continue avec EK. Alors ça, on n'a pas trop compris cette news. EK qui met fin pour l'instant à son produit Loop Connect et met en place un programme de remboursement. Alors, déjà, EK, marque de water cooling, grand nom du water cooling, surtout du water cooling custom, et surtout du water cooling custom d'ailleurs. Ils font des appareils qui sont compatibles avec plus ou moins tout, et vraiment vous pouvez faire le montage de water cooling que vous aimez juste avec du matériel EK. Ils ont tout à disposition. C'est souvent assez cher, mais c'est très qualitatif, et c'est un grand nom, c'est vraiment un grand nom du water cooling. Donc, qu'est-ce que le Loop Connect? Alors, des fois, les choses ne se passent pas comme prévu, et EK en fait l'amère expérience avec son boîtier de contrôle Loop Connect. Donc, c'est un boîtier de contrôle qui fonctionne en parallèle d'un logiciel de monitoring très prometteur sur le papier. Sur le papier seulement, voilà bien le problème. Ça on connaît, hein, les trucs intéressants sur le papier, quand on le fait en vrai, en fait non, ça ne marche pas bien. Alors, après une phase de test en bêta avec des retours positifs, les problèmes sont arrivés avec le temps et les mises à jour, et EK veut arrêter les frais pour l'instant afin de tout remettre à plat et offrir une expérience impeccable aux consommateurs. Ça par contre, on aime l'idée d'avoir une expérience impeccable. La solution est donc simple, la marque arrête la distribution du produit et va jusqu'à proposer un remboursement à ceux qui ne veulent plus attendre une version stable de son logiciel. Ok, donc en vrai c'est bien, ils reconnaissent leurs problèmes, ils reconnaissent que tout va pas aussi bien qu'ils veulent, et ils veulent pas léser leur clientèle, ce qui est quand même très intéressant, en leur disant, si vous n'êtes pas satisfait et que vous voulez pas attendre plus, on propose de vous rembourser, donc c'est cool, en vrai c'est cool, c'est pas le cas de toutes les marques, hein. Il y en a, ils disent oh ça marche pas, ok on abandonne le produit et tant pis pour vous, hein. Eux ils proposent quand même un remboursement. Mais tout ça en continuant de travailler dessus, et en n'abandonnant pas l'idée de cet appareil, juste en admettant qu'à l'heure actuelle il n'est pas prêt et il n'est pas au point, et qu'il n'est pas assez qualitatif par rapport à leurs autres produits. Donc proposition de remboursement, c'est quand même un beau geste envers sa clientèle, moi je trouve en tout cas. Bon après on est sur du matériel qualitatif, assez haut de gamme et tout, clairement, mais c'est un beau geste de dire si vous n'êtes pas satisfait, on comprend que certains soient déçus du produit final, donc on vous propose un remboursement. Vraiment, en vrai il régale. En vrai EK qui régale sur ce coup. C'est vraiment très très rare que les marques admettent déjà que leur produit n'est pas aussi bien que ce qu'ils voulaient. Déjà, premier point, c'est très très rare, vraiment. Au pire, ils disent que ça n'a pas marché et voilà quoi, mais admettre que le produit final est pas aussi bien que ce qu'ils voulaient sortir, c'est vraiment très rare. Et en plus, proposer un remboursement aux gens qui ne sont pas satisfaits, c'est quand même classe. Moi, je trouve que c'est un geste classe, et on les remercie on remercie d'avoir des marques comme ça, parce que toutes ne sont pas aussi respectables. On continue avec un petit boîtier Thermaltake, le AH T200. Donc là on est sur sûrement du boîtier du Turfu, tout à fait. Boîtier du Turfu avec un look vraiment très atypique, un mix entre une Formule 1, une fusée et je sais pas trop, mais assez marrant quand même. Ces parois vitrées là sur le dessus, un mix entre Transformers et Formule 1 on dirait. Les entrées d'air très agressives sur les côtés, c'est quand même assez marrant. Après je vous avoue que je suis pas sûr que j'aimerais avoir ça chez moi, parce qu'en termes de poussière on voit qu'il y a des trous partout. Et bon c'est pas dégueu chez moi, hein, mais j'ai un chat, tout ça, donc
Donc si on veut pas se retrouver avec une touffe de poils de chat à l'intérieur au bout d'un mois d'utilisation, ça peut être... c'est vraiment pas destiné à tout le monde. Déjà, je pense que c'est des boîtiers à ne surtout pas mettre au sol, clairement, parce que sinon ça va aspirer de la poussière à l'infini. Très atypique, souvent des boîtiers qu'on retrouve soit sur les photos Instagram, soit dans les salons comme config de présentation. En termes de compatibilité, alors qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un vent tirage jusqu'à 150 mm, ce qui est pas tant que ça. Côté water cooling, on peut avoir un radiateur de 280 en façade. Et pas de radiateur au top, en haut. Pas de radiateur en haut, mais on peut mettre des ventilateurs. Ok. Pas de radiateur, mais on a le droit au ventilateur. On est sur des tarifs de 139 $ pour le noir et 149 $ pour le blanc. Ok. Ok, ok. USB type C en façade, 2 ports USB 3.0. Ça, ok. La mise à jour d'aujourd'hui, la version rose. Pourquoi pas hein, pour les gens qui veulent un boîtier rose. C'est assez peu commun, hein, les boîtiers roses, je vais pas vous mentir. On en voit très très peu. Même caractéristique que les autres, hein, juste le coloris qui change. Est-ce qu'on a un prix pour ce boîtier rose? Pas de prix. Pas de prix, pas de date. Donc voilà, hein, pour les gens qui aiment le rose, sachez que c'est disponible. Là, du coup, encore plus atypique comme boîtier, parce que effectivement, des boîtiers roses, il y en a très peu. Des boîtiers avec ce style-là, il n'y en a pas des masses non plus. Donc, plutôt marrant, plutôt marrant. C'est bien de laisser plusieurs coloris disponibles en vrai. Déjà pour que tout le monde fasse son choix et la couleur qu'il veut. Il ne faut pas oublier hein, quand même notre boîtier, en suivant où il est, vous le voyez quotidiennement. Donc c'est bien d'avoir un objet quand même qui nous plaît. Après là on est vraiment sur des boîtiers atypiques, donc faut aimer. Moi c'est pas spécialement mon truc, même si je trouve en fait je trouve les objets sympas. Ça me ferait vraiment marrer de monter des configs là-dedans. Après clairement j'aimerais pas en avoir un pour moi, parce que moi mon boîtier est par terre. Là il y a des trous partout, j'aurais des poils de chat tous les 3 jours à enlever dedans, enfin insupportable. Mais pour les gens qui ont des boîtiers posés sur des bureaux, qui sont visibles et tout, pourquoi pas, hein, c'est quand même des objets assez sympathiques, si vous aimez. Après, c'est les goûts et couleurs, hein, ça, on se permet pas de juger les goûts et couleurs, jamais. C'est très important de laisser chacun aimer ce qu'il veut, c'est très important, et c'est pour ça qu'on apprécie la diversité de coloris, pour que chacun ait le boîtier qui lui correspond. On continue, parce que je vois que je traîne, mais on continue. Avec le i9 11e génération. Alors, on est sur du 8 cœurs. À noter, 8 cœurs, ce qui est moins que le i9 10e génération. Le i9 10e génération a 10 cœurs. Donc ça, on se pose des grosses questions là-dessus. À quel moment, sur la génération suivante, on baisse le nombre de cœurs, sachant qu'on voit en termes de fréquence, on est de 3,4 à 4,3 GHz, ce qui n'est pas plus que le i9 10e génération. Et on a un boost à 5 GHz. On rappelle, les boosts sont sur un seul cœur, et pas sur tous les cœurs. Très important à savoir, un boost, c'est sur un seul cœur. Donc quand il dit qu'il monte à 5 GHz, oui, il monte à 5 GHz sur des applicatifs qui nécessitent de tourner que sur un seul cœur. Et pas sur 8. Très important, sur 8, il va seulement jusqu'à 4,3. Seulement. C'est quand même c'est la masterpiece de Intel, hein, les i9. Donc, c'est leur démonstration technologique. On est sur un TDP de 125 watts. J'avoue que je sais pas trop combien ont les i9 10e génération. Mais ça doit être à peu près kiff-kiff. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écart.
Le TDP, c'est en gros, pour faire simple, la consommation. Ce qui n'est pas vraiment la consommation, mais on va dire la consommation pour pas vous perdre. Donc là, on a toutes les informations techniques. Est-ce qu'il y a des trucs qui nous intéressent? Toc toc toc. Donc on voit finesse de gravure, on reste sur du 14 mm. Il va falloir baisser les gars parce que 14 mm ça commence à être dépassé. Sinon on a quoi? Rien d'intéressant en vrai. Rien de très intéressant. Vraiment grosse question sur ce nombre de cœurs. Avoir seulement 8 cœurs. Tout est relatif bien sûr, mais là où le i9 10e génération en a 10, pourquoi décider d'avoir moins de cœurs à des fréquences pas forcément plus hautes? Je sais pas. Je sais pas. On verra quand ça sortira, forcément. Alors là, c'est des informations un peu au compte-gouttes et toujours à prendre avec des pincettes, bien sûr. Ah, ça par contre, ça nous intéresse beaucoup. Le CPU sera en socket 1200 et donc incroyable. Il pourra donc prendre place sur les mêmes cartes mères. Vraiment ça? On est bien sur le socket 1200 sur la 10e génération. Donc même carte mère avec 2 générations de processeurs différents. Incroyable. Incroyable. On aura bien sûr la prise en charge du PCI Express 4.0, ça c'est pareil, hein. Honnêtement ça traîne, hein. Ça aurait dû être disponible à la 10e génération, clairement. Et il sera possible d'activer et de profiter du resize bar, donc cette histoire d'équivalent de la Smart Access Memory d'AMD pour avoir des communications entre les mémoires toujours plus efficaces. Donc impatient d'avoir les vraies annonces d'Intel et de comprendre cet intérêt d'avoir seulement 8 cœurs dans un i9 11e génération, là où les i9 10e génération ont 10 cœurs. Donc des questions. On espère que Intel nous répondra à nos questions. On continue avec un autre processeur, mais ce coup-ci pour de l'ordinateur portable. On est sur le Ryzen 9 5900HX, donc H pour le portable, j'imagine, vu que celui-là est destiné clairement au notebook, donc aux ordinateurs portables. On est sur du processeur avec 8 cœurs, fréquence de base de 3,3 GHz, un boost qui monte à pas moins de 4,6 GHz, ce qui est quand même assez énorme pour du portable. Clairement, déjà 8 cœurs à 3,3 GHz, c'est assez énorme, hein. Autant dire qu'il a la puissance sur le papier, on est d'accord. Mais il faudra attendre de connaître le TDP pour se faire un avis plus complet, forcément. C'est un peu le problème, la consommation dans les ordinateurs portables, ça tourne sur batterie, on n'a pas envie de ne plus avoir de batterie au bout de 45 minutes. La présence du suffixe X laisse également perplexe. Et on se dit, comme ça là, on se dit bim, overclocking pour le X. Peut-être. On sait pas. On sait pas, ils nous disent pas. Après, pareil, hein, l'overclocking, vraiment très stylé, assez simple à faire assez basiquement sans aller chercher des fréquences très très élevées, mais grappiller un peu de performance, c'est assez simple. Par contre, dans un ordinateur portable où tous les problèmes de chaleur et de surchauffe peuvent arriver très très vite, et aussi les problèmes de consommation électrique vu que ça tourne sur batterie, on est un peu plus sceptique sur l'overclocking sur les ordinateurs portables, forcément. Clairement moins adapté que sur un boîtier où on a de la place, on a des bons flux d'air, des ventilateurs à ne plus savoir qu'en faire, et compagnie. Donc on le retrouve ici dans un ordinateur portable de Asus, le ROG Zephyrus GX 551QS. Donc qui donne des très bons résultats en vrai en termes de performance. Sachant qu'on peut avoir jusqu'une 3080 sur cet ordinateur portable. Alors imaginez un ordinateur portable avec
ce processeur AMD de 8 cœurs et une 3080, vous avez un ordinateur portable ultra performant. Vraiment ultra performant. Après, qui devrait être ultra cher. On va pas se mentir. Déjà, les ROG, les Asus ROG, en général, on n'est pas dans l'abordable. C'est quand même le fer de lance du haut de gamme de Asus ROG. Donc voilà, et si vous y mettez ce genre de processeur qui doit déjà coûter bien son prix, et une 3080 qui aussi, elle, coûte bien son prix, on doit être sur du PC à facile 3000 euros sans aucun problème, voire plus. Donc pas accessible, mais intéressant, d'un point de vue performance intéressant. On continue avec ces histoires de... Alors ça on en mange. Là c'est ASRock qui nous en parle. Le Cleaver Access Memory, compatible avec ses cartes mères Z490. Donc Z490 qui sont pour les processeurs Intel 10e génération. Donc c'est l'équivalent du Smart Access Memory, là où vous avez que du truc AMD. Ici ça marche avec du coup, donc le Smart Access Memory c'est uniquement processeur et carte graphique AMD, mais il est aussi possible d'en profiter avec un processeur Intel et une carte graphique AMD. Certaines personnes ont ça, oui, ça existe. Et plus tard, ça devrait être possible avec CPU AMD ou Intel et une carte graphique Nvidia. Ils sont en train de travailler là-dessus. On sait que ça les a très vite intéressé toutes les marques dès que AMD a fait l'annonce de sa Smart Access Memory. Parce qu'au final, c'est du soft. C'est du soft. Et du coup, ça peut être modifié sans avoir à réinventer leur carte mère et leur connectique. Donc c'est cool. Donc voilà, ça va arriver, ça va augmenter les performances, après plus ou moins, suivant l'optimisation des jeux, vos matériels, tout ça. Hein. C'est pas une science exacte, mais ils veulent la démocratiser, peu importe le matériel que vous avez, et ça nous intéresse. Ça nous intéresse en vrai d'avoir accès à des technologies qui nous augmentent nos performances que demande le peuple. On continue, vous en faites pas, on a bientôt fini. Je sais que c'est un peu long, mais c'est le lundi et là, beaucoup de news, donc on commente. On continue avec Sabrent qui devrait prochainement proposer un SSD SATA 2,5 pouces de 16 Tera. Alors 16 Tera, c'est énorme, c'est vraiment énorme. On est sur du SSD SATA 2,5 pouces, donc des débits entre 500 et 550 émo secondes. Donc est-ce qu'on a un visuel? Ça va sûrement ressembler à... On n'a même pas de visuel, très bien. De toute façon, ça ressemble à un boîtier de 2,5 pouces, hein, comme les autres SSD de ce style. On a des débits, voilà, je vous avais dit, 560 en lecture, 510 en écriture. Donc tout à fait classique pour du SSD SATA. Pas de prix, pas de date. On aurait aimé un petit prix quand même. La date, peut-être pas, mais au moins un petit prix pour savoir à peu près combien peut coûter un SSD de 16 Tera. Déjà, un disque dur de 16 Tera coûte quand même relativement cher, mais en SSD, je sais pas trop. Je sais pas trop quel ordre de prix ils peuvent vendre ça. Ça ne sera pas accessible, bien sûr, parce que 16 Tera. Hein. Qui a 16 Tera dans son disque, enfin dans son PC? Pas grand monde. Moi, j'ai déjà beaucoup et je dois avoir un peu plus de 2 Tera. Donc 16 Tera, on est loin. On continue avec une news qui va aller très très vite. Asus qui présente sa Radeon RX 6900 XT. 6900 XT qui vont sortir courant décembre. Je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Donc visuellement, elle ressemble, ça c'est incroyable. Hein. Les cartes custom AMD ressemblent quasiment trait pour trait aux cartes de référence AMD. Franchement, on a l'impression de retrouver celles qui nous ont montré à la conférence d'AMD. Clairement.
On aura les mêmes caractéristiques techniques que les cartes de référence. Peut-être un peu plus une fréquence qui peut aller un peu plus haut, mais sinon le reste, que ce soit le nombre de cœurs, de mémoire cache, de mémoire dédiée, tout ça, c'est la même chose. Vous voyez que visuellement, on est aussi très proche de la carte de référence. Donc, annoncé, ça c'est marrant, annoncé au même prix, la carte de référence 6900 XT d'AMD a été annoncée pendant la conférence AMD à 999 $. Ici, la carte Asus 6900 XT est aussi annoncée à 999 $, mais on le sait, déjà, quand on a les prix en dollars, on n'a pas les taxes. Ensuite, on sait qu'on ne profite jamais du taux de change euro-dollar. Et donc, que chez nous, elle sera à 1300 €. Et pas 900, pas proche des 1000 €, mais bien 1300. Voilà, ça fait un peu mal. Et en plus, disponibilité toute relative. Alors ça c'est pareil, hein, on a vu, c'est dur. La prod de cartes graphiques, c'est dur. Faut s'accrocher si on en veut une. Et si on veut pas la payer bien plus cher que son prix classique. Donc on verra, c'est bien de les annoncer, mais on se fera vraiment une idée quand il y aura de la disponibilité. On repart chez Sabrent et ses SSD. Là, on est sur le Rocket 4 Plus, donc SSD M2 en connectique PCI Express 4.0, des débits allant jusqu'à 7000 ms. On a l'habitude pour le PCI Express 4.0. Alors, des versions de 1 ou 2 Tera dans un premier temps. 7000 ms en lecture au maximum, 5300 ms en écriture au maximum. Il a la tête d'un SSD M2, là-dessus on révolutionne rien. Donc le modèle 2 Tera serait un petit peu plus performant que le modèle 1 Tera. On est sur des tarifs de 300 $ pour le modèle d'1 Tera et 500 $ pour le modèle de 2 Tera. Tout ça garantit 5 ans. Donc voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Franchement, dans Sabrent, il nous annonce un SSD classique de 16 Tera et un SSD PCI Express, du coup, dernière technologie de SSD. Franchement, il régale. Il régale. On continue avec de la RAM. De la RAM chez G-Skill, utilisée lors du récent record du monde en overclocking avec les processeurs AMD Ryzen 5000. Ok. Visuellement, on est encore sur ces visuels de diamants un peu... ils appellent ça comment, Ice Gem ou un truc comme ça. Une histoire comme ça. C'était fait pierre précieuse, quoi, à moitié. Avec du RGB. Ça, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas trop... je suis pas contre le RGB sur la RAM, juste cet effet j'aime là. Pas trop mon truc. Mais après, encore une fois, il en faut pour tout le monde et c'est bien qu'il y ait des trucs qui me plaisent pas à moi et qui plaisent sûrement à d'autres gens en fait. C'est ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres infos intéressantes? Par voir que beaucoup utilisent ça pour faire du benchmark. Après, c'est aussi des... G-Skill est aussi une des marques qui fait le plus d'entrée de gamme en matière de RAM. Peut-être que dans le doute de cramer des barrettes, ils prennent pas des trop chers, je ne sais pas. Étonnant quand même que ce soit les barrettes utilisées pour battre les records du monde de fréquence. Mais en soi, pourquoi pas. Hein. Juste pas trop le design que j'aime. Mais je suis sûr que certains aimeront et tant mieux en fait. Tant mieux parce que si certains cherchaient des trucs comme ça c'est plutôt récent ce genre de design. Et du coup c'est bien pour les gens qui aiment ça. Allez, on continue, on n'a plus que 4 news, on arrive vers la fin, ne vous en faites pas. On y est presque. Deepcool qui nous présente un boîtier micro ATX, le Matrex 40, qui mesure 400 par 215 par 431 mm pour un poids de 5,2 kg, donc pas très lourd.
malgré le panneau latéral gauche en verre trempé qui est... Verre trempé, c'est lourd. Donc micro ATX, compatible avec carte graphique jusqu'à 320 mm de longueur, 4 équerres, donc 4 emplacements pour des trucs connectés en PCI Express. Le vent tirade limité à 165 mm de hauteur, ce qui est relativement grand tout de même. On est sur un design très classique, mais on aime bien. En vrai, moi j'aime bien, petit filtre en haut, cette façade un peu rainurée là. On espère que ça... Enfin, on imagine même qu'il y a des... Du coup, ça laisse passer le flux d'air avec un espèce de mèche derrière les rainures. On a cette vitre latérale en verre trempé qui fait toute la hauteur du boîtier. Ça, c'est cool. C'est cool, en vrai, plutôt sympa ce boîtier. Après, on va voir le prix et tout, mais plutôt sympa ce boîtier. Alors, la façade n'accueille rien d'autre que des trous et des lignes. Donc c'est ça, on a une espèce de grillage derrière les rainures. Pour la connectique, on a un USB 3.0, un USB 2.0, le son. Alors le son c'est casque et micro, on espère tout de même. Peut-être juste une casque micro. Peut-être juste une prise jack et pas deux. Et le bouton power, bon, quand même. Hein. Quand même c'est bien d'avoir un bouton power pour le démarrer, hein. C'est plus pratique. Hein. À l'intérieur, en termes de compatibilité, on a 2 emplacements pour du stockage 3,5 pouces, jusqu'à 160 mm de longueur pour l'alimentation. On a une platine à l'arrière de la carte mère pour un disque en 2,5 pouces et une autre le long des passages de câbles. Des passages non protégés qui semblent assez nombreux, avec en prime une large découpe pour l'accès backplate du radiateur processeur. Donc en gros vous avez l'accès à l'arrière de votre carte mère, ce qui vous permet de fixer votre ventirad ou votre water cooling même après avoir monté votre carte mère, ce qui est pratique. Par défaut on a un boîtier livré avec un seul ventilateur de 120 mm à l'arrière, qui pourra être complété par 2 ventilateurs de 120 ou 140 mm à l'avant, et la même chose en haut, la compatibilité du water cooling jusqu'à 280. Alors on imagine 280 à l'avant. Si on a aussi 280 en haut, c'est quand même très intéressant, parce qu'on rappelle c'est du micro ATX, et franchement les water cooling 280 mm sont en général des très bons appareils, parce qu'ils permettent d'avoir une performance et pas non plus énormément de bruit. Donc plutôt cool ce boîtier en vrai. Malheureusement pas de prix. Est-ce que je peux avoir un prix? Non, pas de prix. Pas de prix. Désolé, pas de prix. J'aurais bien aimé avoir un prix. Parce qu'en vrai, plutôt intéressant ce boîtier, vraiment. Donc petit prix pour savoir où il se positionne, on aurait aimé. On continue avec un autre boîtier, ce coup-ci chez Aerocool, le Nighthawk, avec des ventilateurs RGB de 400 mm, 40 cm de ventilateur. What? Alors, est-ce qu'il a vraiment un ventilateur de 40 cm? Pas sûr. Hein. Alors, en effet, le boîtier arrive avec 2 gros 200 mm à l'avant, et en bonus, on a aussi un 120 à l'arrière, avec du RGB partout. Un prix de 75 €, donc vraiment très accessible pour un boîtier avec ce genre de ventilateur. Vous voyez le visuel ici, les 2 gros ventilateurs de 200 et le petit de 120 à l'arrière. Donc vous voyez que vous n'avez pas besoin de rajouter de ventilateur si vous achetez ce boîtier. Sinon en vrai,
c'est du classique, hein, c'est de la TX, vous allez pouvoir mettre tout dedans, des gros ventirades, des grosses cartes graphiques. On ne dit pas trop sur la compatibilité de water cooling, surtout en haut, mais on a l'air d'avoir plutôt de la place, donc j'imagine qu'on peut en mettre un. Et voilà, Aerocool, alors c'est pas une marque qui est reconnue spécialement pour la qualité de ses produits, mais il se place dans une gamme entrée de gamme et quelque chose qui se veut quand même compatible avec un maximum de trucs et pas non plus pas non plus trop en reste au niveau qualité, hein, mais bien sûr pour 75 €, il doit faire des choix, hein. On peut pas avoir un boîtier très haut de gamme pour 75 € livré avec 2 ventilateurs de 200 et un ventilateur de 120 en RGB. Ne rêvez pas. C'est un mix entre performance et accessibilité. On aime ou n'aime pas le RGB. Les ventilateurs de 200, c'est pour gagner en bruit, après avoir la qualité des ventilateurs fournis. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, ça peut vite être embêtant. Parce que les ventilateurs de piètre qualité font beaucoup de bruit et c'est assez horrible. Mais ce serait intéressant vraiment. Et puis un prix tellement abordable, 75 € pour un boîtier ATX avec tous les ventilateurs dont vous avez besoin, très abordable. Et c'est toujours là que se place Aerocool dans des boîtiers en général très abordables. Toujours moins cher que la concurrence. Bien sûr, il faut faire des concessions quand on veut être moins cher que la concurrence, parce qu'ils vont pas renier sur la marge, hein. Ça reste une entreprise qui doit faire de l'argent. Donc ils font des concessions sur certains matériaux moins nobles. En général, c'est ça. Souvent les matériaux moins nobles. On continue avec les 2 dernières news. On a presque fini, ne vous en faites pas, accrochez-vous, on y est presque. Une petite news chez ID Cooling sur le SE206 XT, un bon gros dual tower avec 7 caloducs. Donc on nous parle ici d'un ventirad, un ventirad au format dual tower avec 2 ventilateurs de 120 mm, un modèle entièrement noir, une hauteur de 157 mm, donc plutôt haut tout de même, et surtout pas moins de 7 caloducs. 7 caloducs, les caloducs sont c'est des espèces de fils de matière qui ont pour rôle de transmettre la chaleur du processeur vers le radiateur le plus efficacement possible pour maintenir une température la plus basse possible au niveau du processeur. Alors, compatible avec les AMD qui ont plein de cœur que je vous parlais précédemment dans sa version SE207 TRX. Bon, ça, c'est des processeurs que très peu de gens ont. Vraiment, quand je vous dis que la 3090 est destinée à un public de professionnels, ces processeurs, c'est pareil. Très peu de gens ont besoin de ce genre de processeurs. Je crois qu'ils vont jusqu'à 64 cœurs, un truc comme ça. Enfin, c'est des trucs assez incroyables. Donc voilà le visuel. Donc au niveau du visuel, on a 2 radiateurs, celui-là et celui-là. 2 parties. Au milieu des 2 parties, on a un ventilateur et un deuxième ventilateur sur l'extérieur. Des ventilateurs qui tournent de 700 à 1800. Alors à 1800, ils feront du bruit, hein. Clairement, à 1800 rotations par minute, ils feront du bruit. À 700, ça sera très correct, forcément. Alors, ils se fixent via des griffes métalliques qu'on voit là. Vous voyez, les ventilateurs, ils se fixent avec ça. Attention, ça recharge. Donc, seul problème, c'est la compatibilité avec les barrettes de RAM. Vous n'avez pas le droit d'avoir des RAM trop hautes, sinon ça ne passera pas, parce que ça viendra recouvrir votre RAM. Et il existe sinon le modèle SE207 qui a plus de compatibilité, on a vu avec tous les processeurs en gros, et qui est censé être plus performant. Voilà. Sinon, bon, c'est un peu atypique, mais
pas plus que ça. On en a déjà vu des comme ça, hein, avec des radiateurs en 2 parties et un ventilateur au milieu. Là, ils ont décidé d'en mettre en plus un autre sur un des côtés. On n'a pas de prix. Ça, on aurait aimé avoir un prix tout de même. Petit prix ou petite date. Mais pas de prix, pas de date. On commence à avoir l'habitude maintenant. Les pas de prix, pas de date. On commence à connaître. Et on finit avec un SSD. C'est la dernière news. Bien joué, vous êtes accrochés jusqu'au bout pour ceux qui sont restés. Petite news sur un SSD NVMe, donc format M2. Du coup, on voit ici les débits 7000 ms en lecture, 5300 en écriture. On est donc sur du PCI Express 4.0. Une version de 1 Tera chez Western Digital. Le nom du modèle, c'est le SN850. Visuellement, ça ressemble à un SSD M2, clairement. Donc, il fait suite à la version en 500 Go. Une version qui se veut encore plus rapide, donc 1 Tera plus performant que la 500 Go, qui reste calé sur 7000 ms. Forcément, on voit que c'est le max. Franchement, pour l'instant, on n'a pas vraiment vu mieux que 7000 ms au maximum. On précise bien au maximum. Hein. Vous n'aurez pas des débits de 7000 ms tout le temps. Écriture de 5300 ms. Un prix de 245 €. Toujours une garantie de 5 ans. Donc 245 €, c'est vraiment pile poil dans les mêmes plages de prix que la concurrence, que ce soit Samsung. En vrai, tous les SSD compatibles PCI Express 4.0 que j'ai vu sortir en 1 Tera sont entre 220 et 280 €. Voilà. Donc on espère que petit à petit ça va descendre. Pour l'instant, ça reste très cher. 245 € pour 1 Tera, ça reste très cher. Mais on voit que ça se démocratise, qu'on en a de plus en plus qui sortent. Ça, c'est intéressant. Parce que plus il y en aura, moins ce sera cher. C'est sûr. Et du coup, on a hâte d'avoir... Bon, déjà, on a hâte d'avoir tous les processeurs et toutes les cartes mères compatibles PCI Express 4.0. On le rappelle que pour l'instant, si vous avez un processeur Intel, vous n'avez pas de PCI Express 4.0. Voilà, déjà. Ça devrait être solutionné sur la prochaine génération d'Intel, mais pour l'instant, vous n'en avez pas. Tant pis pour vous. Tant pis pour moi aussi, hein, j'ai un processeur Intel. Et donc du coup, on attend déjà que ça soit disponible sur tous les processeurs, toutes les cartes mères. Et on les voit tomber petit à petit, faire leurs annonces. Petit à petit, ça va devenir... Une fois que tout le monde aura du PCI Express 4.0, personne... Les PCI Express 3.0 vont petit à petit disparaître. La norme va devenir le 4.0 et les prix vont baisser. Donc on a hâte, parce que vraiment, des débits pareils, c'est quand même la folie. Hein. 7000 ms en lecture, juste insane. Hein. Personne dit contraire. Tout le monde aimerait avoir ça. Et on a hâte, mais ça arrive, c'est cool. Pareil, on attend avec impatience l'arrivée de la DDR5, qui devrait pas trop tarder non plus. Hein. On a eu quelques news déjà. On sait que ça va bientôt arriver et on a hâte. On a hâte parce que ça fait toujours plus de performance. Et comme tout passionné de hardware, plus de performance, ça régale. Hein. Ça régale, clairement. Et voilà qui conclut les news du jour de ce lundi 7 décembre. Donc beaucoup de news, très longues, très long point actu. Mais c'est parfois le cas le lundi, vu qu'on rattrape le week-end qu'on n'a pas fait et qu'on a en plus les informations sur l'évolution des prix. Donc c'est cool. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je sais que ça peut être long, même pour moi c'est un peu long là du coup. C'est vrai que quand on passe 1h15, ça commence à être long là, on est sur 1h50 quasiment de news. Donc j'espère ne pas vous avoir trop saoulé. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce sur quoi je pourrais passer plus de temps, ce sur quoi
je devrais passer moins de temps, à votre avis, si tout ça est bien écrit, et je le lirai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, venez sur le Discord, vous serez accueillis avec grand plaisir pour s'échanger des informations, discuter, vous mettre les bons plans, je sais pas, ce que vous voulez. Vous serez accueillis avec grand plaisir en tout cas. Et merci d'avoir regardé. Je vous dis à demain pour l'actu du jour.